¿Me oyes, Carlos? Sí, sí, Vale, sí, perfecto. digo bien, gracias. Vale. Alors, Pues Carlos, Sébastien Carlos. un Voilà. placer. Voilà. Adelante. Felicidades por la película Bravo pour le film. y muchas gracias por concederme la entrevista. Et merci beaucoup aussi de me donner cette interview. Mi primera pregunta es, quería preguntarle cómo surge la posibilidad de llevar a la gran pantalla a Maria Chapdelaine. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire un film de Maria Chapdelaine? Ben, il existait déjà 3 films, mais je disais souvent pour rire, s'il y avait eu 11 films adaptés du roman, 10 films adaptés du roman, j'aurais souhaité faire le 11e. Pour moi, c'est un peu comme remettre en scène une vieille pièce de théâtre, réadapter un mythe, parce que Maria Chapdelaine a quelque chose d'un peu mythique, c'est faire de la mythographie lorsqu'on parle de Maria Chapdelaine. C'est un roman qui est archi connu au Canada, au Québec, dans le Canada français, et en France aussi, à une autre époque, qui était connu mondialement. Ce qui m'intéressait, c'est que ça me permettait de parler de mes ancêtres, parler de ma mère, parler de mes grands-parents, de mon côté paternel, mon grand-père qui était américain, qui est revenu au Québec, au Canada à 28 ans avec sa famille, qui a fui les factories, les factories de coton dans le Maine. Du côté de mes grands-parents maternels, bon, c'était plus des bûcherons et tout ça. Fait que ma mère a élevé ses 10 frères et sœurs. Elle est obligée d'arrêter l'école très jeune. Et malgré ça, ma mère, même si elle était un peu forcée d'arrêter l'école et de vivre la vie qu'elle a vécue, elle a toujours été quelqu'un d'entièrement tout à fait libre. Et avec un esprit libre et qui accomplit des grandes choses dans la vie. Donc, ça me permettait de parler de mes grands-parents, de faire un portrait de ces gens-là, des Canadiens français, qui est en voie de disparition parce que le monde paysan est en train de disparaître, comme partout sur la planète. Et pour devenir des prolétaires, devenir des gens de compagnie, tout ça. Ça me permettait de parler de colonisation, de colonisateurs, de coloniser, parce que pour nous, Canadiens français, on est un peu à cheval entre les deux. On est l'instrument du colonisateur, du pouvoir britannique, de l'argent anglais, parce qu'on était conquis. Mais en même temps, c'est ça, on est un peu à la fois le colonisateur et le colonisé, parce qu'on ne sait jamais où se situer. Donc, ça me permettait d'aborder tous ces thèmes-là, de jouer sur toutes les ambiguïtés aussi entre le devoir et la liberté, qui sont pour moi des notions qui sont intimement liées. Voilà, je te laisse traduire. Ok, j'arrive. Notions liées. Ok. Alors, bueno, efectivamente se hicieron 3 películas, ¿no? De esta. Pero si se hubieran hecho 10, habría hecho la número 11. No habría dudado en adaptarla, ¿no? Quería adaptar esta película, ¿no? Para mí es un poco como volver a poner en escena, ¿cómo te diría? Un mito, ¿no? Como una vieja obra de teatro, pero también un mito, ¿no? Un mito canadiense, un mito del Canadá francés, ¿no? Porque es una novela conocidísima en Quebec y también en Francia, ¿no? Y en su época fue conocida mundialmente también, o sea, a nivel mundial fue muy, muy conocida. Pero también me permitía hablar de mis antepasados, ¿no? De mis abuelos americanos, mi abuelo paterno, que era americano y volvió, porque se había ido con su padre a Estados Unidos, volvió a los 28 años con su familia y dejó las grandes factorías de telares de Maine, ¿sabes?, del norte de Estados Unidos. También de mi abuela materna, que viene de una familia de leñadores, ¿no? Hija que tuvo 10 hermanos y hermanas. No fue... Attends, un momento. C'est ta grand-mère ou ta mère qui avait 10 frères et sœurs? Ma mère. Ta mère, perdón. También su madre, perdón, no es su abuela, sino su madre, ¿no? Que tuvo 10 hermanos, o sea, que venía de una familia de leñadores, que dejó el colegio muy joven, pero, sin embargo, que era un espíritu totalmente libre, ¿no? Y que a pesar de esto, consiguió hacer grandes cosas en la vida, ¿no? Hablar del campesinado. El mundo campesino está en vía de desaparición, ¿no? No solo aquí en Quebec, sino en el mundo entero.
el mundo campesinado cada vez más se va hacia el proletariado. Entonces, y ahora de nuevo, ¿no? Y también de la colonización, ¿no? Porque nosotros, en realidad, en Quebec, o sea, somos colonizadores y colonizados a la vez, ¿no? Tenemos esa ambigüedad, ¿no? Y luego también hablar de otra cosa ambigua, ¿no? El deber y la libertad. Para mí son dos nociones claramente ligadas. La naturaleza es un personaje más dentro de la película. ¿Dónde se filmó? La nature est un autre personnage dans le film. Où as-tu filmé? Où a été filmé où a été tourné le film? C'est tourné dans la région où j'habite, où j'ai grandi. C'est le lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans le nord du lac Saint-Jean. Donc, on a tourné sur le bord de la rivière Achap-Mouchouane, c'est un nom autochtone. Donc, c'est très, très près là où Louis Aymon a habité pendant plus de presque un an, chez les Bédards. Dans le fond, il s'est inspiré de ces personnages-là pour en tirer le roman. C'est la terre, c'est le territoire que je connais, c'est très aride, c'est des conifères, c'est des épinettes, c'est les sols très sablonneux, assez pauvres. C'est la mouche, c'est les moustiques, donc c'est vraiment le territoire très loin, donc on était vraiment isolé, l'équipe de tournage, sans eau courante, sans électricité, donc c'est un tournage qui était assez complexe. Parce que c'était quand même une grosse équipe avec tous les animaux, les enfants et tout le froid aussi. Il fait moins 40 Celsius l'hiver. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le lac Saint-Jean. C'était tout près d'un village qui s'appelle Normandin. OK. Vous avez dit que... Tu as dit, pardon, on se tutoie, n'est-ce pas? Oui. Tu as dit que la rivière s'appelle Achap-Mouchouane. 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 An Amerindian word. I can't say how to spell it. That's okay. Don't worry. More or less. Okay. Achap-Mouchouane. Achap-Mouchouane. Une grande rivière. Je crois que j'y arrive. Ok. Bueno, rodamos en realidad en la región donde yo he crecido, ¿no? Y donde vivo todavía, ¿no? Que es el lago Saint-Jean, San Juan, Saint-Jean, ¿no? Al norte del lago. A orillas del río, el nombre es el nombre indígena, Achap-Mouchouane. Creo que si miras en Google, norte del lago Saint-Jean, lo vas a encontrar, ¿no? Es un río. Es el mismo sitio que Edmond, el autor, estuvo viviendo un año con la familia Médard. Los Médard se escribe M-E-D-A-R-D. ¿Vale? Es, digamos, un terreno para mí, una región muy conocida, donde sobre todo hay coníferas, como se ve, si estás fijado, ¿no? Tierras no buenas, o sea, son tierras arenosas, son muy, ¿sabes?, pobres, ¿no? Con muchísimas moscas y mosquitos en verano, plagas, literalmente. Muy arriba, muy al norte, ¿no? Y donde baja a menos 40 en invierno. Tormentas de nieve, etcétera, etcétera. Rodamos allí, sin agua ni electricidad. Lo que no era muy, digamos, fácil, dado que también no éramos un equipo pequeñito. Además de todos los técnicos, los niños, los animales, todos los actores, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? Pero bueno, en invierno, como te dije, a 40 grados bajo cero, y en un pueblecito que se llama Normande. ¿Vale? Después de tener que vivir confinados durante unos meses, como espectadores podemos comprender mejor el aislamiento al que estaba sometido la familia, ¿no cree? Après avoir vécu 9 mois, après un confinement de 9 mois avec le Covid, non, croyez-vous qu'on comprend mieux l'isolement de la famille, des familles comme ça, pendant l'hiver? Certaines personnes, possiblement. Je pense à des gens qui devaient être vraiment isolés dans les grandes villes, par exemple. Parce que moi, j'habite en campagne, fait que l'isolement, c'était pas très pénible.
parfois, oui, la notion du temps pouvait peut-être changer pendant la pandémie pour certaines personnes. Parce que, évidemment, le temps n'était pas, on ne gérait pas le temps de la même manière à cette époque-là. On jouait aux cartes, on se racontait des histoires, on chantait des chansons pour occuper notre, parce qu'il n'y avait pas de, bon, il n'y avait pas d'électricité et tout ça. J'imagine que oui, mais ça dépend vraiment des personnes et là où on habite, je pense. Ujú. Supongo que sí, ¿no? O sea, me imagino que para ciertas personas más que para otras. Hubo gente, me imagino, más aislada que otras. Yo personalmente vivo en el campo y el aislamiento nunca, el confinamiento nunca fue un confinamiento tan bestia, o sea, tan terrible. No había contacto con gente, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que quizá eso nos permitió o nos permite darnos cuenta de la noción, del cambio de la noción del tiempo, ¿no? Porque obviamente el tiempo en el siglo, a principios del XIX no era el mismo tiempo, no pasaba, no transcurría del mismo modo que transcurre ahora el tiempo en el siglo XXI, ¿no? No había electricidad, por lo tanto implicaba no tener un montón de cosas con las que nos entretenemos ahora. La gente jugaba a las cartas mucho, captaban, hablaban, se reunían, había una comunicación. Sí, supongo que probablemente para algunos les ayudaría a entender la noción de tiempo de entonces. Quería preguntarle también cómo llega Sara Monpetit al reparto de la película, si siempre fue la primera opción, y me parece genial porque sin hablar transmite muchísimo. Alors, la question suivante est Sara Monpetit. Ça a toujours été ton premier choix, tu as toujours pensé à elle, et comment est-elle arrivée donc dans cette histoire? Et il ajoute, Carlos ajoute, pour moi, elle est absolument géniale, non? Parce qu'elle n'a pas besoin de parler pour transmettre absolument toutes les émotions. Elle n'a pas besoin de paroles. Il suffit de la regarder. Sarah, quand on l'a trouvée, on a vu, en fait, on a reçu 1300 candidatures que la personne responsable du casting a trié, m'a montré plusieurs. Et je l'ai vu, en fait, c'est ça, avec le casting sauvage. Je l'ai vu à travers, en audition avec des actrices établies. Mais dès le départ, j'avais le souhait de travailler, de mettre au centre de cette histoire-là, de prendre un acteur non professionnel, donc un non-acteur. Et d'y aller avec une espèce de, comment dire, une direction d'acteur plus proche, je dirais, bressonienne, comme avec Bresson. Mais de l'entourer d'acteurs très chevronnés, d'acteurs de théâtre, d'acteurs de cinéma. Mais pour moi, c'était intéressant que Sara Monpetit ne soit pas connue du grand public parce que le personnage était déjà très connu. Et le fait qu'elle ait peu de dialogue, pour moi, oui, c'était une opportunité en or de pouvoir travailler justement avec un non professionnel pour cette raison-là. Parce que oui, je voulais qu'elle transmette en faisant le moins possible, qu'elle puisse laisser une grande liberté au spectateur d'imaginer ce qu'elle pense ou ce qu'elle souhaite. C'est très bressonien, finalement. Bueno, a ver, Sara Monpetit llegó a través de un casting, ¿no? Un casting con 1.300 mujeres, chicas, jóvenes, ¿no? Que mis directores de casting, claro, hicieron, digamos, una selección previa, ¿no? Pero fue un casting, como se dice, un casting salvaje, ¿no? Donde también pedimos, o sea, también entrevistamos a actrices profesionales, ¿no? Pero desde el principio yo deseaba, digamos, que el personaje central fuera no profesional, o sea, que no fuera una actriz profesional, ¿no? Justamente para, digamos, dirigirla de una forma muy bressoniana, ¿no? O sea, y también, igual que hacía Bresson, rodearla de actores muy, muy experimentales, actores de teatro, actores de cine, pero muy experimentales, ¿no? Entonces, también quería que fuera alguien desconocido, porque el personaje de María Champollion es muy conocido en Quebec, en Francia, como he dicho, ¿no? Entonces, era bueno que fuera una cara totalmente nueva, que no se pudiera intentar, ¿sabes?, buscar algo concreto, ¿no? Sí. Luego, efectivamente, tiene muy pocos diálogos, porque es una actriz no profesional.
y es mejor que tenga pocos diálogos. Pero también porque a la vez eso deja una gran libertad al espectador para leer los sentimientos de María, para interpretarlos a su vez. Una pregunta que siempre hago en mis entrevistas es ¿qué ha aprendido y con qué se queda después de haber hecho la película? Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui te reste après avoir fait le film? Après avoir fait le film? Après avoir tourné Maria Chapdelaine, oui. Ouais. C'était un tournage difficile parce qu'on est tombé au cœur de la pandémie. On n'était pas certain de pouvoir finir le film à un certain moment. Déjà que le tournage était difficile, moi, il y avait des contraintes. On tournait très loin avec beaucoup de monde, donc avec un petit budget quand même. Ce qui me reste, j'ai la conviction, c'est mon 4e film et depuis assez longtemps, j'ai cette conviction que en faisant des films, on a l'impression que, dans le fond, c'est que les gens lorsqu'ils s'expriment sur les films, sur tes films, tu as l'impression d'en découvrir plus sur les gens que sur ton film. Les gens se trahissent beaucoup en parlant du film. Fait que si quelqu'un me dit, par exemple, que Maria Chapdelaine n'est pas libre, j'en apprends beaucoup sur la personne qui croit ça, alors que il y a d'autres mondes qui disent « non, elle est complètement libre ». J'en apprends beaucoup sur la personne, encore une fois. Et c'est ce genre de choses-là que, par rapport à la réaction, parce qu'il y a des gens qui ont une réaction un peu viscérale par rapport à Maria Chapdelaine, c'est un truc conservateur, alors que d'autres, non, ils ont vu un truc très féministe. Et j'aime cette ambiguïté-là. Et j'ai l'impression d'apprendre beaucoup sur les gens pour cette raison-là. C'était pas un film qui était un choix de thème qui était très à la mode. Et aujourd'hui, les thèmes sont c'est la dictature des thèmes. Hein. On fait des films pour aborder tel thème ou tout ça. C'est comme une espèce de cinéma social qui devrait être utilitaire, alors que ce film-là, moi, il n'y avait pas d'utilité. Le seul but, c'était de raconter cette espèce de mythe pour essayer de traiter de sujets, je dirais, ou de parler de notions philosophiques ou de parler de mes intuitions, finalement. Je m'excuse, Sébastien, je n'ai pas compris la dernière chose. C'est pas. Tu as dit. Pour parler, tenter d'exprimer mes intuitions. Ok, là j'ai entendu. Vale, esto es complicado. Ça c'est compliqué ce que tu viens de me raconter. D'accord. Bueno, fue un rodaje muy difícil, como dije, porque muy al norte, pero también porque empezó en plena pandemia. O sea, y realmente no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Se nos pasó la pandemia, pero luego rodamos muy lejos y teníamos un presupuesto muy reducido. Eso, desde luego, es una dificultad. Pero luego, esta es mi 4ª película, ¿no? Y con el cine, poco a poco, he llegado a una conclusión, una convicción, digamos, mejor dicho, ¿no? Que la gente, o sea, digamos que la gente ve las películas, ¿no? Ve una película, y luego, cuando se expresan, hablan más de sí mismos que de la película. Y eso es algo que me gusta mucho, eso es algo que a mí me atrae, ¿no? Cuando hablo con gente, por ejemplo, si alguien de Maria Chapdelaine y me dice que Maria Chapdelaine no es una mujer libre, esto me dice algo sobre la persona. Al contrario, si alguien me dice, no, Maria escoge libremente, me dice otra cosa sobre la persona, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que cuando te hablan de una película, un coloquio, todo eso, hay reacciones viscerales, ¿no? Que son muy interesantes. Hay personas que consideran la película muy feminista y otras que al contrario, dicen que es el conservadurismo llevado a la enésima potencia, ¿no? Me gusta esta ambigüedad, o sea, me gusta mucho, ¿no? Porque hoy en día, si te fijas, estamos en la dictadura de los temas, ¿no? O sea, hay que tocar ciertos temas sociales, bueno, están de moda. Y es obvio que Maria Chapdelaine no es un tema de moda. Pero también Maria Chapdelaine es un mito, en cierto modo, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Y el tema de Maria Chapdelaine, todo esto, me permite también hablar de nociones filosóficas, indagar en nociones filosóficas, ¿no? Y de expresar ciertas intuiciones mías a través de la imagen. Carlos, vamos acabando, ¿vale?
Sí, ¿me queda una pregunta o no? Una pregunta, venga. ¿Sí? Vale. Rápida. Mira, sí. Bueno, la dificultad ya está. Bueno, simplemente decirle entre pregunta y halago. No sé si se encontró alguna dificultad por el tema de la duración de la película con los productores, pero personalmente su película de casi 2 horas y 40 se me ha pasado, ha sido una narración muy liviana, se me ha pasado muy bien, incluso hay muchas películas actuales de hora y media que se me hacen un tostón, pero la suya creo que tiene un estilo narrativo excelente. Alors, c'est une question très brève parce que sa dernière question est aussi un très gros compliment. C'est moi qui dis le très gros compliment. La question est la suivante. Est-ce que Sébastien, tu as eu des problèmes avec tes producteurs à cause de la durée du film qui dure presque 2h40, non? Et Carlos ajoute 2h40, oui. Mais pour moi, ces 2h40 se sont envolés, littéralement, non? Pour moi, ça n'a pas du tout, je n'ai pas ressenti les 2h40. Il y a des films d'1h30 qui sont beaucoup plus longs pour moi, vraiment. Je trouve que je m'embête, je m'ennuie. Tandis que dans ce film-là, je n'ai pas senti le temps passer. Par rapport au temps, mon sentiment avec mon monteur, c'est qu'on avait l'impression que c'était un film de 2h10, je dirais, alors qu'il faisait 2h40. Mais lorsque le producteur et les distributeurs aussi au Québec, au Canada, ont vu le film, ils étaient d'accord avec nous que c'était la durée naturelle du film, que ça aurait été dommage de couper davantage. Évidemment, ce n'est pas une durée habituelle parce qu'un long métrage, les gens, après 2 heures, se mettent à paniquer, puis ils disent « OK, normalement, ça devrait finir à ce moment-là, notre horloge biologique fonctionne. » Mais en même temps, je pensais aux séries, les gens, je sais très bien que les gens regardent des trucs de 40 heures, 60 heures, 90 heures. Et je me disais, parce que le film est vraiment fractionné, il y a 5 chapitres, mais le film est divisé en 3 grandes parties. Et si j'avais mis des génériques à 2 endroits de plus pendant le film, tout le monde aurait regardé le truc en rafale. Mais là, du moment, j'ai entendu des gens qui ont trouvé le film époux, très long, trop long. Dans le fond, ce qui parle, c'est les 2 heures qui débordent du 2 heures, les 40 minutes qui débordent du 2 heures habituel. Alors qu'il y a d'autres gens, il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu le temps passer. Alors, je ne sais pas trop quoi. Encore une fois, j'en apprends davantage sur les gens que sur le film. Mais moi, c'est ma proposition, puis c'est à prendre ou à laisser, c'est tout. Puis on ne dit jamais qu'un livre a trop de pages. Ça m'emmerde un peu de tout le temps revenir à la durée des films, des longueurs. On parle pas de longueur lorsqu'on parle d'une composition musicale. C'est absurde. Bueno, a ver, la verdad es que yo al principio con mi productor no, o sea, bueno, mientras montábamos la película pensamos a 2 horas y 10, ¿no? Bueno, y de pronto acabó en 2 horas 40. Entonces, cuando lo vieron los productores y el distribuidor, que ellos, claro, querían una película de 2 horas, estuvieron de acuerdo que era la duración natural de la película y no podía durar menos. O sea, era así, ¿no? Entiendo que no sea habitual, desde luego, ¿no? Porque a partir de 2 horas el espectador empieza a sentirse incómodo, ya sabes, dice, bueno, incluso le entra el pánico. O sea, está el reloj biológico, dice, bueno, ¿y esto? O sea, y va a seguir, o sea, pero bueno. Pero luego también se tragan series, las series que pueden estar 4 horas viendo una pantalla, o 6, ¿entiendes? O sea, no... Entonces, la película está, hay 5 capítulos, ¿no? Pero también hay 3, o sea, son 5 capítulos, en realidad 3 partes principales, ¿no? Hubiera podido meter títulos de Cristo en la mitad, por ejemplo, ¿no? Igual, pero también hubiera sido un poco, no sé, dividirlo en 2, ¿no? Y también ves, con esto también aprendo sobre la gente, ¿no? Cuando me hablan de la duración, ¿no? Porque hay gente que, como tú, que están, o sea, que no ven el tiempo pasar, se les hace totalmente normal, y otros, ¡oh, qué largo! Por Dios, qué película tan larga, ¿no? Pero hay una cosa que me sorprende, nunca nadie se queja de que un libro sea demasiado gordo, ¿no? Que tenga demasiadas páginas, o que una composición musical, una ópera o una sinfonía, eso, una ópera dure 2 horas y pico, incluso 3. Sí, es cierto, sí. C'est vrai, effectivement. Sí. Pues
Sí, sí. Que muchísimas gracias por la entrevista y Matilde, muchas gracias por la traducción. Je veux juste ajouter, c'est Quiero añadir algo. Sarah, we have to wait. Vas-y. Tu veux c'est juste une ajouter? écriture qui est davantage sur le mode de la chronique que le drame. Fait que les gens sont habitués aussi au rebondissement dramatique normal, alors que là, sur le mode de la chronique, évidemment, il faut s'attacher aux événements du quotidien et ces choses-là. D'accord. Claro, también es una película que está más, digamos, en el modo, o sea, modo de la crónica que del drama, ¿sabes? Porque claro, si es un drama, tienes que tener el suspense, bueno, tienes todo esto, pues el desarrollo, el suspense, ¡boom!, una solución. Si hablas de una crónica, tienes que centrarte realmente en la cosa diaria, en lo que va ocurriendo, en el poco a poco. Por eso una película, digamos, podrías decir que es una película cronicista, si existiera esa palabra, ¿sabes? Ok, Matilde.